Pendant plusieurs années, la télésurveillance a fait l'objet d'expérimentations, notamment grâce au programme ETAP. Depuis le 1er janvier 2022, la télésurveillance est entrée dans le droit commun et devient réalité. Aujourd'hui, je reçois le professeur Étienne Mainvielle afin qu'il nous explique les objectifs de la télésurveillance et les bénéfices attendus en termes de qualité de vie et d'allongement de la durée de vie. Bonjour professeur Étienne Mainvielle. Bonjour. En quoi consiste la télésurveillance et quels sont ses objectifs ? Alors, la télésurveillance, c'est une composante de ce qu'on appelle la télémédecine. Comme son nom l'indique, c'est de surveiller les patients à distance. Donc, c'est un objectif qui est quand même très important à l'heure actuelle, en oncologie notamment, parce que les patients viennent de moins en moins souvent à l'hôpital pour des séjours brefs et après sont à leur domicile. Et donc, pendant ces périodes-là, ça permet d'avoir une relation soutenue avec les patients. Et ça répond à une demande très forte à l'heure actuelle de leur part, qui est justement de pouvoir communiquer avec l'hôpital ou d'autres professionnels de santé à tout moment, parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Quels sont les bénéfices espérés de la télésurveillance ? Alors, merci d'avoir posé la question avec le terme « espérer », parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'espoir ces dernières années sur la télésurveillance. Il y a 3 domaines, disons, sur lesquels on attend des résultats importants. Le premier, c'est la qualité des soins. Donc, ce suivi doit permettre de garantir un meilleur suivi des traitements, une prévention des effets de toxicité, une meilleure observance des traitements, une réaction plus rapide en cas d'alerte par rapport à un signe clinique. Donc ça, c'est tout sur la qualité. Il y a l'expérience du patient qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est-à-dire que vous savez comme moi que le parcours du patient en 2020 parfois est décrié en disant que c'est pas très coordonné. Et donc ces systèmes de télésurveillance améliorent la coordination et une meilleure expérience pour le patient. Par exemple, on peut répondre à des questions très concrètes de prise de rendez-vous, de savoir si je peux aller à la piscine avec ma chimiothérapie orale ou d'autres sujets. Et puis la troisième dimension, elle est économique, elle est importante pour le système de santé, pour les dépenses de santé, c'est qu'on fait le pari que par la télésurveillance, on va être plus pertinent dans les venues à l'hôpital. C'est-à-dire que quand le patient n'a pas besoin de venir à l'hôpital, il reste à domicile et il est suivi d'une manière rapprochée. Et quand vraiment il y a une urgence qui nécessite sa venue, il vient. Alors, sur cette notion d'espoir, en fait, il y a eu des études ces dernières années qui ont été développées. Nous, à Gustave Roussy, on a mené une étude qui s'appelle CAPRI et qui a démontré une efficacité sur les 3 domaines. C'est la première fois que ça a été prouvé d'une manière conjointe sur les 3 domaines. C'est-à-dire que les patients considèrent que leur expérience est meilleure qu'auparavant avec ce système de télésurveillance. Ils considèrent également qu'on répond à des problèmes de la vie courante, car il ne faut pas négliger cet aspect. Des patients ont parfois beaucoup de questions sur la vie courante et le système hospitalier ne sait pas toujours très bien réagir par rapport à ça. Sur la dimension qualité, on a démontré que ça prévient les effets de toxicité, c'est-à-dire par exemple un syndrome, des brûlures, des fourmillements aux extrémités des doigts. On arrive à les prévenir à des stades précoces et donc à les maîtriser beaucoup mieux, ce qui est un confort supplémentaire pour le patient. Ça améliore aussi les doses de traitement que l'on peut délivrer aux patients, donc c'est plus efficace sur les prises en charge thérapeutiques. Et enfin, on a démontré que ça réduit les venues à l'hôpital de 1,5 jours par patient, ce qui est assez important. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour le système de santé, c'est un élément qui peut contribuer à être beaucoup plus rationnel dans les dépenses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le mix entre, donc dans l'expérimentation de Capri qui avait été faite, entre l'utilisation d'une application mobile et puis la possibilité d'appeler un ou une infirmière de coordination ? Alors, c'est très important comme question. C'est que l'application est fondamentale, c'est l'outil, mais il est nécessaire d'avoir derrière un raisonnement sur la manière dont on va traiter l'information. C'est-à-dire concrètement, si un patient passe par l'application, comment on réagit s'il pose une question. Et donc il faut qu'il y ait un système derrière qui arrive à raisonner et dire bon, on est sûr que quand un patient adresse une demande, on va lui répondre rapidement et d'une manière pertinente évidemment. Et donc on a des infirmières de coordination qui se relayent et qui traitent ces données
Donc avec 3 possibilités. La première, c'est de répondre directement aux patients. Il y a beaucoup de questions, encore une fois, de vie courante où on n'a pas besoin de mobiliser une expertise collective. Le deuxième, c'est de renvoyer vers des personnes de l'offre de soins primaires, comme on dit, c'est-à-dire le médecin généraliste, le pharmacien de ville. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire un vaccin contre la grippe, par exemple. Et puis la troisième option, c'est quand il y a une alerte, d'immédiatement contacter l'oncologue référent et de gagner en réactivité. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce système permet de réagir plus vite et de traiter plus vite, si besoin, l'alerte. Donc ce que vous dites, c'est que la télésurveillance peut permettre un suivi plus personnalisé et à la fois plus humain. Tout à fait. Je crois que c'est important de dire que là, évidemment, c'est du numérique, c'est de l'outil technologique, mais le raisonnement qu'on a développé, on n'est pas un cas isolé à Gustave Roussy, d'autres le font, en fait, se trouve face à cette équation, c'est comment rendre l'outil technologique humain. C'est-à-dire que c'est une équation où il faut qu'il y ait de l'humain dans le traitement de l'information, sinon ça ne marche pas. Et ça, les patients, en plus, nous le disent tous les jours. Ils veulent qu'il y ait une relation humaine. Et donc, la grande question, c'est de savoir comment on arrive à faire la combinaison entre à la fois l'application et le traitement de la donnée par des infirmières de coordination. Est-ce que tous les patients peuvent bénéficier de la télésurveillance? J'hésite un peu dans la réponse parce que j'aimerais bien dire oui, mais il faut être réaliste. Il y a des patients qui ne sont pas tout à fait maîtres, si vous voulez, par rapport à ces outils technologiques, des personnes âgées notamment. Il y a des phénomènes quand même générationnels. Donc ces personnes-là, on a un dispositif de téléphone, de prise de contact par téléphone, si nécessaire, pour ne pas évidemment les laisser sur le bord de la route. Et qui puissent communiquer, mais on essaye d'être très attentif sur le fait que l'application progressivement s'installe. On fait le pari qu'en plus avec les nouvelles générations, les personnes sont en règle générale beaucoup plus en appétence de ces outils et beaucoup plus en maîtrise de tous ces outils technologiques et du numérique. Donc logiquement, c'est quelque chose qui doit s'estomper, mais au jour d'aujourd'hui, on est très attentif à ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Et donc, du coup, pour vous, l'entrée de la télésurveillance dans le droit commun, c'est une opportunité? C'est plus qu'une opportunité, c'est une obligation. C'est-à-dire que la santé est forcément numérique, c'est inéluctable. Il y a des pays qui ont déjà installé, par rapport à la France, le numérique et notamment la télésurveillance comme un principe de base de la prise en charge. En France, on régule l'accès au marché et le développement, mais d'une manière générale, c'est inéluctable qu'on va passer par ces démarches-là. C'est bénéfique pour le patient, c'est bénéfique pour les professionnels de santé aussi, parce qu'en termes d'organisation et de satisfaction aussi de mieux prendre en charge les patients, il y a cette dimension qui rentre en ligne de compte. Et puis c'est bénéfique pour l'ensemble du système, puisque ça génère de l'économie. Est-ce qu'il y a des normes qui vont pouvoir rassurer le patient sur le fait que sa télésurveillance, elle va bien fonctionner? Oui, alors c'est très encadré, il y a des normes de protection des données de santé. Je ne vais pas rentrer trop dans les aspects techniques, mais c'est très cadré, de telle manière que la protection de la donnée et tous les propos tenus par les patients soient cryptés et ne se diffusent pas dans des lieux publics, évidemment. Étienne Mainvielle, donc vous êtes médecin en santé publique, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes professeur, vous êtes auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Ce qui me passionne à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est, comme tout le monde dans le monde de l'oncologie, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et d'améliorer la qualité des soins et leur espérance de vie, et aussi leur expérience. Ce qui se pose comme question, c'est qu'on voit de plus en plus que les réponses à apporter sont des réponses assez complexes, où la clinique joue un rôle majeur, mais n'est pas la seule dimension. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions d'organisation. Beaucoup de patients nous disent que parfois ils ne comprennent pas ce qui se passe, ça va trop vite, il y a parfois des sentiments d'abandon quand on sort d'un hôpital de référence comme Gustave Roussy. Tout ça, ce sont des questions d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut arriver à répondre à leurs demandes et à partir de leurs demandes et les écouter. Par ailleurs, il y a beaucoup de questions qui sont sur la vie courante des patients. C'est très frappant, sur des comportements qui sont très rationnels, par exemple sur la non-observance, sur le fait de ne pas prendre les médicaments. Il faut essayer de comprendre ces aspects et essayer de les aider. Et ce qui est intéressant, donc, pour revenir à votre question, c'est d'essayer de mixer des expertises à la fois cliniques,
d'organisation et de management. Moi, par exemple, je pense qu'on a un grand déficit dans le secteur de la santé sur les questions d'organisation et de management, mais du quotidien, hein, pas la restructuration des hôpitaux ou la tarification de l'activité. C'est-à-dire comment on arrive à s'organiser pour que la prise en charge soit fluide et réactive et coordonnée. Donc, ce qui est très intéressant dans les démarches qu'on mène à Gustave Roussy avec l'École polytechnique depuis maintenant 6 ans, c'est cette pluridisciplinarité d'expertise qui permet de progresser ensemble, chacun s'écoute. Évidemment, c'est pour le bénéfice des patients. Merci beaucoup, professeur Mainvielle. Merci.